Bonjour à tous et bienvenue dans Cap Politique, le rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité politique camerounaise sur Bimedia TV. Le Cameroun traverse une séquence éprouvante. Après la fuite massive des épreuves du GCE qui paralyse le système éducatif anglophone, l'Assemblée nationale entame sa session de juin dans un contexte d'attente institutionnelle totale. Pendant ce temps, le chef de l'État a quitté Yaoundé pour un séjour privé en Europe, laissant derrière lui un gouvernement toujours en attente de remaniement et une architecture du pouvoir inachevée. Pour éplucher tous ces sujets et bien d'autres, nous recevons sur ce plateau le président du Front démocratique révolutionnaire, FDR, une figure majeure de l'opposition camerounaise dite radicale, militant pour une rupture totale avec le système de gouvernance actuel. Il est donc connu pour ses critiques acerbes contre le processus électoral et ses appels au boycott. Un engagement de terrain et médiatique marqué par des prises de position fortes. Alors, bonjour Monsieur Aimé Cyprien Olinga et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Franck et bonjour à vos millions d'internautes et de téléspectateurs. Je voudrais, si vous me permettez, dire un bonjour particulier, militant et surtout patriotique à tous les révolutionnaires, militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. J'ai l'habitude de préciser du Cameroun parce que vous savez qu'en Afrique, il y a deux fronts démocratiques révolutionnaires, un parti politique. Il y en a un qui est au pouvoir en Éthiopie, parti au pouvoir en Éthiopie qui s'appelle le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Et justement, pour faire la différence, je précise bien, et très souvent, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. Alors, Monsieur Olinga, pour commencer, vous avez la parole sur quel sujet parmi ceux abordés ou tout autre dossier de votre choix souhaitez-vous pousser ce qu'on va appeler un coup de gueule en tant qu'acteur politique? Eh bien, je ferai un coup dans deux. J'ai deux sujets majeurs. Je crois que je vais essayer de les rassembler. Je crois que le premier sujet, c'est cette affaire de nos richesses minières qui sont pillées systématiquement par une élite prédatrice, comprador, qui a décidé de prendre justement en otage toutes les richesses du Cameroun. On ne peut pas imaginer, et ça, voyez-vous, il y a des informations à ce propos qui circulent depuis pratiquement un bon bout de temps, selon lesquelles des milliers des tonnes d'or, n'est-ce pas, de notre pays ont été envoyées à l'étranger sans que les ressources, sans que le trésor public puisse recevoir un seul radis, justement, sur les retombées de ces exportations d'or. Je voudrais aussi, très rapidement, m'insurger contre cette inertie au sommet de l'État où le président de la République, dans son discours, d'abord du 6 novembre, a dit que ce mandat sera celui des jeunes et des femmes, et que ce sera un mandat de réforme. Il l'a réitéré le 31 décembre, toujours dans son adresse à la nation. Il a dit, confirmé, que le gouvernement allait être mis en place dans les prochains jours. Curieusement, les prochains jours deviennent des prochaines semaines, les prochains mois, et aujourd'hui, on est dans un véritable serpent de mer. Je crois que la parole présidentielle dans un État doit être sacrée. Et voilà donc qui va nous servir de passerelle pour aborder notre première thématique de cette émission consacrée au report du GCE et un système défaillant. C'est une interrogation. Pour vous, Monsieur Olinga, le gouvernement a reporté les épreuves du GCE suite à la fuite massive, nous l'avons dit, diffusée sur les réseaux sociaux. Est-ce là le signe d'un système éducatif complètement à bout de souffle ou alors une simple défaillance technique, selon vous? Je crois que il faut dire que notre système éducatif est problématique. Le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, depuis une trentaine d'années, nous parlons et nous militons pour une refondation totale du pays, y compris une refondation totale du système éducatif, parce que nous nous sommes toujours rendus compte que un système éducatif qui se veut performant doit avoir au moins trois qualités. Il faut qu'il y ait le système éducatif doit avoir un concept clairement défini. Il doit avoir, deuxièmement, le type d'hommes et de femmes à former
et troisièmement, un modèle de société à construire. C'est ce triptyque-là, ces trois éléments essentiels qui, bien mis en place côte à côte, dans la réflexion, permettent de ressortir un système éducatif adapté aux réalités du moment. Et nous, au FDR, nous pensons que la révolution que nous préconisons n'est pas également une révolution économique, une révolution éducative, et dans tous les sens du terme. Et nous pensons que notre système éducatif aujourd'hui est probablement, pour dire le moins, anachronique. D'abord, vous avez un système anglophone qui est juxtaposé à un système francophone, ce qui, dans un État qui se veut sérieux, près de 70 ans après l'indépendance, ne me semble pas quelque chose de bon. Parce qu'on se serait attendu si nous étions dans un pays où ceux qui gouvernent pour les citoyens, ceux qui gouvernent ont de l'ambition. Je crois que depuis l'indépendance, on aurait pu synchroniser, c'est-à-dire concevoir un système éducatif synchronisé où on a des éléments du système anglo-saxon qui est très important, des éléments du système francophone et fusionner les deux systèmes pour ressortir justement un système, j'allais dire, qui serait la synthèse des deux et adapté à notre contexte. Cela n'a pas été fait et vous voyez bien qu'on a une juxtaposition de deux systèmes qui me semble problématique si on veut parler d'unité nationale. Donc, vous avez d'un côté un système éducatif anglo-saxon qui fonctionne à part, vous avez un système éducatif francophone qui fonctionne à part. Quand bien même on parle de bilingue, de système bilingue, quand vous allez même dans nos lycées bilingues ou dans nos écoles bilingues, vous voyez toujours que les deux systèmes sont juxtaposés. Il n'y a pas une fusion entre les deux. Et de ce point de vue, les difficultés du GCE ne peuvent être que légion en réalité, parce que nous avons un système éducatif justement qui est à bout de souffle, qu'il faut absolument repenser de manière fondamentale, et logiquement, nous ne sommes pas très surpris justement de ces fuites d'épreuves que nous avons pu constater. On va comprendre que les 2 semaines données sont insuffisantes pour assurer d'abord les 200 000 candidats inscrits, ou alors que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus léger que ça? Non, pas insuffisant. Je crois même que c'est beaucoup. Je me dis que 2 semaines, c'est trop. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'archaïsme. On n'a pas besoin de 2 semaines pour ajuster. Il y a une fuite, oui, ça peut arriver. Nous sommes dans un système aujourd'hui où on subit pour certains les réseaux sociaux. Et donc, quand il y a une fuite comme celle-là, je crois qu'il faut simplement mener l'enquête pour voir à quel niveau il y a eu dysfonctionnement. Est-ce au niveau du DCI? Est-ce au niveau des intermédiaires? Est-ce au niveau des centres d'examen? Et très rapidement, et on peut faire ces corrections-là en 24-48 heures, quand on a trouvé là où il y a eu une fuite, et puis injecter justement, si on a une banque d'épreuves bien fournie, des épreuves de rechange. On n'a pas besoin de 2 semaines pour ça. Je crois qu'en 48 heures, 72 heures, c'est largement suffisant. Quand un gouvernement travaille, quand un système fonctionne de manière optimale, 48 heures, 72 heures, c'est largement suffisant pour corriger ce type de dysfonctionnement. Peut-être pour éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets, le gouvernement a estimé que pendant les 2 semaines, on aura le temps de savoir à partir de quel niveau est-ce que le processus de fuite massive a commencé et essayer d'un peu de régler ce qui a réglé. Bon, croisons les doigts donc que cela se fasse pendant 2 semaines. Je le disais tantôt, pour un système qui est sérieux, qui fonctionne, un gouvernement qui gouverne, on a besoin juste de 48-72 heures pour faire ce que vous venez de dire là. Alors, hier, c'était l'OBC, on l'a dit. Aujourd'hui, c'est le GCE Board. Finalement, on va dire que l'État il est dépassé par les événements. Bien entendu. 43 ans. Ça, vous savez, les régimes perpétuels ont ceci de particulier que développent très souvent vers la fin des métastases qui sont semblables à un cancer. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous essayez de fermer un trou de ce côté, il y a 2-3 trous qui se creusent de l'autre côté. Lorsque vous voulez barrer l'eau de ce côté, vous avez un torrent qui sort de l'autre côté. Et ça, c'est les contradictions justement des régimes qui ont trop longtemps duré. Et c'est pour ça que nous autres, nous pensons qu'il faut absolument, dans le cas des réformes,
annoncé par Monsieur le Président de la République lors de sa prestation de serment, qu'on jette véritablement, que ce soit un mandat de réforme, pour mettre en place des véritables réformes institutionnelles, de telle sorte que le Cameroun soit un pays démocratique où on ne va plus assister à ce genre de monarchie, hein, parce que notre système est un système qui fonctionne comme un système féodal et presque une monarchie. Donc, nous disons simplement qu'il faut que ça fonctionne comme une république et comme une démocratie, où que les choses bougent, que le pays change, qu'il y ait véritablement de réformes avec l'ensemble du corps social, du corps politique, pour que nous puissions jeter au Cameroun les bases d'une véritable démocratie qui fonctionne et où un chef d'État, même si c'était moi-même, ne pourra pas passer plus de 2 mandats au pouvoir. Parlement camerounais, retour à l'essentiel, c'est une question. La session du mois de juin s'est ouverte sous le signe de l'orientation budgétaire 2027. On a vu le discours inaugural de Théodore Datou, le président de l'Assemblée nationale, axé sur les préoccupations sociales. Alors, M. Olinga, s'agit-il là d'un virage sincère ou d'une simple posture politique lorsque vous avez suivi le discours inaugural du PAN? Virage sincère, je ne pense pas que ce soit une affaire de sincérité ici. Mais le PAN, c'est un homme politique et donc chaque prise de position d'un homme politique est toujours considérée comme une prise de position politique. Je dois quand même dire, après l'avoir suivi, qu'il y a quelque chose qui a bougé dans le sens. Là, on a fait un petit pas dans la bonne direction. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'alternance à la tête de certaines institutions qui, de notre point de vue, est signe de vitalité et d'efficacité par la suite. Vous voyez bien qu'on était déjà habitué avec le très honorable paix à son âme. On est allé à des discours lyriques qui parfois devenaient comme des choses qu'on ne comprenait plus trop, c'était comme du chinois. Parfois, quand il faisait des discours, on avait l'impression que le PAN était en train de parler chinois et tout cela. Donc, cette fois, on a quand même eu affaire à un président de l'Assemblée nationale qui a fait un discours qui était audible, un discours qui était justement centré sur les préoccupations quotidiennes, n'est-ce pas, de nos compatriotes. Il a parlé, je crois, également pour interpeller le gouvernement de cette affaire de pillage systématique de notre or, des produits de notre sous-sol, et a demandé que quelque chose soit fait dans ce sens. Je pense que c'est une interpellation d'une institution qui se veut contrôleur de l'action du gouvernement. Peut-être que s'il aurait été là un peu plus tôt, s'il avait été mis là il y a 5 ans, peut-être les lignes auraient bougé. Et je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. On a aujourd'hui à peu près le sentiment que le Parlement, en attendant ce qui va venir par la suite en termes de réformes, parce que nous attendons justement ce Parlement-là sur la base des réformes fondamentales, les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, les réformes du système électoral. Et je crois que ce n'est le signal qui a été donné à travers le discours inaugural nous fait quand même dire qu'on peut attendre 2 ou 3 petites choses dans sa gouvernance. Oui, M. Olinga, vous venez de dire, je vous cite, que nos enfants seront terriblement en danger tant que le gouvernement actuel ne sera pas remanié. Oui, vous pensez que nous ne sommes pas sortis de l'auberge après toutes les annonces qui ont été faites dans une par le chef de l'État et par le chef de l'État et récemment par des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Communication, le ministre des Affaires sociales, pour condamner fermement tous ces faits et scandales que nous vivons dans notre société. Vous pensez que nous ne sommes pas partis? Non, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. D'abord, vous parlez, je ne sais pas si on a un ministre des Affaires sociales dans ce pays. Ah bon? Voyez-vous, j'ai de la peine. Moi, je ne connais pas quel est le nom de notre ministre des Affaires sociales. Hein. Je ne connais pas son nom. Madame Pauline Irène Guéné. Ah, c'est vous qui le dites là maintenant. Pour dire quoi? Je connais, j'ai vu difficilement aussi les visages du ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on avait encore un ministre. Parce que tous ces cas-là, heureusement, j'ai pu apercevoir son visage à la télévision
dans l'affaire de la jeune fille. Joyce Nawal. Oui. Mais avant, j'ai vu le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Nulle part dans tous les féminicides, on ne l'a jamais vu faire des sorties. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, disons que moi, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, depuis le perchoir, le nouveau président de l'Assemblée nationale a pointé du doigt la gestion minière, les litiges fonciers et autres dossiers, bien d'autres dossiers brûlants. Est-ce que vous pensez que les députés ont encore réellement les moyens de contraindre l'exécutif à plus d'efficacité, à plus de transparence? Écoutez, au Cameroun, c'est une lapalissade de le dire. L'exécutif écrase tous les autres pouvoirs. Le législatif dans notre pays ne me semble pas, dans son fonctionnement actuel, être un pouvoir. Et donc, dire est-ce que le Parlement, est-ce que les députés peuvent contraindre, ils n'ont jamais contraint le pouvoir à quoi que, ils n'ont jamais contraint l'exécutif à quoi que ce soit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer. Vous savez, malheureusement, et c'est pour ça que j'ai félicité quand même le petit pas effectué par le président, un peu d'audace. Je crois qu'il a été un peu audacieux. Mais je dois dire qu'il ne faut pas attendre grand-chose. Le Parlement ne va aucunement contraindre l'exécutif à changer quoi que ce soit. Je crois que il faut demander aux Camerounais de continuer de se préparer ardemment et activement pour que l'année prochaine, on ait des députés révolutionnaires, des députés des partis politiques de l'opposition aujourd'hui qui ont démontré leur amour pour le pays et qui pourront justement à ce moment-là contraindre l'exécutif à aller dans le sens justement que souhaite le peuple camerounais. Pour le moment, la majorité obèse du parti au pouvoir ne permet pas qu'on puisse espérer une quelconque contrainte de sa part vis-à-vis de l'exécutif. Monsieur Yinga, vous venez de préciser, parlant des partis politiques de l'opposition, vous parlez seulement de ceux qui ont démontré leur amour pour le pays. Vous pensez qu'il y en a dans l'opposition qui ne font pas? Je crois que c'est une lapalissade. Les Camerounais savent quels sont les partis politiques de l'opposition qui, au quotidien, s'échinent comme le Front démocratique révolutionnaire à se battre pour un meilleur lendemain, pour un avenir radieux pour notre pays. Parlons à présent du voyage présidentiel et des attentes politiques. Il s'agit là de l'avant-dernier arrêt de ce programme. Paul Biya a donc quitté Yaoundé cette semaine pour un séjour privé en Europe. Vous savez, c'est une question éminemment politique et d'une gravité certaine. Vous voyez, je suis obligé d'enlever mes lunettes de révolutionnaire pour dire que vraiment le président de la République ne cessera jamais de nous surprendre, de surprendre les Camerounais. Parce que ce président que nous avons, il est atypique. Il n'est jamais là où on l'attend. Un logiciel que l'on ne peut pas programmer. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et jamais là où on l'attend. Et c'est dommage pour notre pays. Ça a participé pendant cette gouvernance a participé pendant 43 ans à créer cette situation d'inertie et d'immobilisme qui aujourd'hui est la source de tous les problèmes que nous avons. Les problèmes que nous avons dénoncés, la corruption, le sous-développement, la prédation. Et donc, on se serait attendu, lorsque la loi sur la révision constitutionnelle est passée à l'Assemblée nationale, et je dois dire qu'elle n'a pas duré plus de 4 jours à l'Assemblée, elle est partie, on se serait attendu que le président de la République agisse avec la même célérité pour nommer un vice-président, pour nommer le gouvernement, pour nommer les DG, DGA, pour procéder donc pour faire en sorte donc que ce gouvernement, sous son impulsion et sous la coordination du vice-président, puisse engager les réformes fondamentales que les Camerounais attendent
pour jeter les bases d'une transition réelle, solide. Eh bien, pendant qu'on y est, le président, lui, il a ses préoccupations ailleurs. Je ne sais pas quelle était l'urgence de sa visite privée par rapport aux attentes du peuple camerounais, qui attend un gouvernement, qui attend des nominations, qui attend des réformes. Je ne sais pas quelle priorité le président de la République accorde à sa visite privée par rapport à ce que les Camerounais, depuis pratiquement 6 mois, accrochés à ses décisions, attendent. Donc les préoccupations de M. Biya sont ses préoccupations à lui et ne sont pas les préoccupations du peuple camerounais. Et ça, je le dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que les révolutionnaires et le Front démocratique révolutionnaire, son leader, sont des radicaux. Nous ne sommes pas des radicaux, mais quand on observe une gouvernance qui ne respecte pas le peuple, qui ne respecte pas les desiderata du peuple, qui ne va pas dans le sens des préoccupations du peuple, eh bien ça, pour le révolutionnaire que je suis, ça durcit mes positions et ça me donne envie justement d'être davantage radical vis-à-vis de ce pouvoir. C'est pour cette raison que je dis, la préoccupation du président, je ne sais pas en quoi une visite privée en Suisse était prioritaire par rapport à la mise en place, à la nomination d'un vice-président pour sortir le pays de l'inertie, par rapport à la nomination du gouvernement pour libérer le budget, tel qu'on le disait tantôt, de manière à faire en sorte que les institutions puissent fonctionner normalement. Donc pour moi, c'est une déception. Et ça démontre encore à suffisance, de manière suffisante, que le président de la République n'a que du mépris pour le peuple camerounais. Il n'a que du mépris pour les Camerounais. Et ça, un président de la République, dans un État démocratique, ne saurait le faire. Et ça justifie aussi le fait qu'on dise que nous ne sommes pas encore une démocratie. Nous sommes une plutocratie où une élite comprador s'est accaparé le pays, a neutralisé les institutions et ne fait qu'à sa tête parce qu'elle sait qu'aucune autre institution... Vous savez, le pouvoir, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Et lorsque le Parlement est vassalisé, comme je l'ai dit tantôt, lorsque la justice est aux ordres, il n'y a qu'à voir les décisions de monsieur irrecevable. Monsieur irrecevable, il n'y a qu'à voir les décisions. La justice est aux ordres, le Parlement est aux ordres. Et puis quand vous avez un tel pays, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Mais comme nous sommes des révolutionnaires, nous allons continuer de conscientiser notre peuple et de dire que rien n'est perdu. Tout est à faire. Il faut simplement que nous nous organisions, que nous nous préparions pour que les prochaines élections puissent mettre un terme à cette situation. Le président doit respecter le peuple. Il faut que le président Paul Biya respecte les Camerounais. Alors, Monsieur Linga, peut-être pendant que vous mettez à nouveau vos lunettes des révolutionnaires, vous allez donc mieux voir et nous dire si ce n'est pas parce que le président de la République a beaucoup de respect pour les Camerounais qu'il a dû prendre un retrait stratégique avant de prendre des décisions sur ce qui est convenu d'appeler des dossiers chauds, des dossiers chauds de l'heure. Écoutez, même quand je ne porte pas les lunettes du révolutionnaire, je vois bien. Donc, je n'ai pas mal aux yeux. Et qu'est-ce que vous voyez donc ça veut dire, il faut que je porte ces lunettes parce que tous les révolutionnaires, les grands révolutionnaires du monde, si vous avez pu observer, portent toujours des lunettes fumées. Ça a une symbolique pour les révolutionnaires. C'est pour ça que je les porte très souvent et c'est de manière symbolique, c'est pas parce que j'ai mal aux yeux. J'ai pas mal aux yeux. Voilà, je vois bien avec mes lunettes ou sans mes lunettes. Bien, je dis donc, je ne veux pas me dédire, moi je trouve que le président n'avait pas besoin de se retirer stratégiquement en Europe pour prendre des décisions. Et je pense que le président se serait retiré probablement en premier cas pour prendre ce type de décision, que ça aurait eu toute sa cohérence. Sauf à vouloir nous dire que pour prendre les grandes décisions au Cameroun, M. Biya, le président de la République,
doit aller ailleurs les prendre. Non. Monsieur Olinga, le remaniement ministériel promis lors du discours, vous l'avez évoqué, du 31 décembre dernier, se fait donc toujours attendre. Quel est le coût, on va dire, politique et économique pour le Cameroun face à cet, entre guillemets, immobilisme gouvernemental? Je vous ai dit tantôt, vous voyez bien que le coût social est déjà extrêmement grave, avec des crimes rituels ça et là, des enfants qui sont décapsulés ça et là. C'est un coût énorme, cette attente. C'est un coût sur le plan social énorme. Vous avez une économie pratiquement plombée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment les activités économiques tournent au ralenti, parce que le gouvernement n'est pas nommé, parce que les ministres ne peuvent pas engager les budgets, parce que. Donc, le coût est énorme. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, le fait pour nos compatriotes de continuer de voir à longueur de journée des visages politiquement hideux, qui sont encore, pour certains, tapis au sein des institutions, au sein du gouvernement. Le fait de voir certains membres qui ne se sont pas illustrés, je le disais tantôt, par leur travail acharné dans l'intérêt du Cameroun, continuer à se pavaner au sein du gouvernement. Nous avons pensé que 2 ans avant l'élection, il devait balayer, il devait vider tout cette... Franchement, dégager tous ces visages politiquement hideux. Monsieur Olinga, en politique, un visage est hideux quand il est comment? Pour éclairer la langue. Il est hideux quand c'est un visage que les citoyens ne veulent plus voir. Ce n'est pas par rapport à la beauté physique. Un visage est politiquement hideux quand les citoyens estiment que quand ce visage apparaît à la télévision, c'est quelqu'un qu'on ne veut plus voir depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est corrompu, qui est dans la corruption. C'est un ministre qui est dans la prédation. Ceux qui volent l'or, qui volent, qui détournent. C'est ceux qui sont englués justement dans les détournements massifs des fonds publics. Ceux qui ont de la peine à démontrer qu'ils ont initié un projet et que ce projet est allé à terme et qu'on l'a inauguré. Ça, ce sont des visages politiquement hideux. Parce que les Camerounais ne veulent plus voir ces visages-là. C'est pour ça qu'ils sont hideux. Il y a parmi eux là des personnes physiquement très, très belles. Hein? Belles femmes, des beaux monsieur sur le plan physique. Mais politiquement, ils sont hideux parce que les Camerounais ne veulent plus les voir. Donc, un visage politiquement hideux est ce visage-là que les citoyens ne veulent plus voir à la tête d'une institution. C'est ça, être politiquement hideux. Monsieur Olinga, nous sommes arrivés à la dernière étape, le dernier arrêt de ce programme. Oui. Séquence cap ou pas cap. Oui. On vous pose un certain nombre de questions plus ou moins directes, auxquelles vous répondez cap si vous êtes d'accord avec le contenu, ou alors pas cap si vous n'approuvez pas le contenu de cette question. Vous avez bien sûr la possibilité d'argumenter en très peu de mots. Oui. Alors nous commençons, cap ou pas cap, de dire que l'éducation au Cameroun est devenue un bien marchand dont l'intégrité n'est plus garantie par l'État. Je crois que... Cap ou pas cap d'abord, M. Olinga? C'est cap. D'accord, cap ou pas cap, M. Olinga, d'affirmer que le Parlement actuel est une chambre d'enregistrement qui ne pourra jamais contrôler l'exécutif sur les dossiers miniers, par exemple? J'ai dit tout de suite cap. D'accord, cap ou pas cap d'affirmer que Issa Chiroma Bakary n'aurait jamais dû quitter le pays s'il était un vrai révolutionnaire? J'ai dit cap. Enfin, cap ou pas cap de déclarer que le départ du président en Europe est une fuite en avant face aux défis de la transition et de la réforme gouvernementale? Je peux considérer effectivement que c'est cap. Le président n'aurait pas dû partir avant d'avoir pris un certain nombre de décisions radicales
que les Camerounais attendent avec beaucoup d'impatience. Merci, M. Odinga, d'avoir répondu à nos questions sans esquive. Merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, le débat reste donc ouvert. La situation politique nationale reste tendue et les Camerounais observent. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Cap Politique, sur votre chaîne TV, Bimedia Télévision. Merci.